Bonjour à tous et à toutes. Un ami aujourd'hui m'a envoyé le lien de ce tweet là que vous avez sous les yeux, qui est super intéressant. Tweet de Brivael, du coup, un libertarien français, entrepreneur de l'IA, qui dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments dedans. Alors pour vous donner de contexte, je vais le lire. Bon, je viens de regarder la vidéo du mec qui a fait un react sur Sardoche, qui parle de politique et ça va pas du tout. Je pensais tomber sur un debunk sérieux, mais c'est une heure de mauvaise foi abyssale, de chiffres inventés et de ferme ta gueule en guise d'argument. Le mec passe une heure à dire que Sardoche LOL ne travaille pas ses sujets, qu'il ne lit pas, qu'il est arrogant et incompétent. Et lui, en une heure, zéro source économique, des chiffres faux, la théorie de la valeur travail de Marx présentée comme un fait scientifique et des ferme ta gueule tous les 2 minutes. Alors c'est pour ça que c'est super intéressant. Là, il y a beaucoup de choses là. Le préambule nous donne envie. Ça va parler économie, ça va parler valeur travail de Marx, c'est mon domaine. Alors, le contexte, du coup, je réexplique. Sardoche est passé sur Valeurs Actuelles. Voilà, Sardoche a fait une interview politique, économique, il a donné ses opinions sur Valeurs Actuelles. Et si vous voulez, je me suis pas infligé la vidéo. Parce que bon, je regardais Sardoche à l'époque quand il passait Grand Master sur Cassiopeia en Corée. Écouter ses opinions politiques, j'ai un peu la flemme. Et c'est pas pour les mépriser, hein. Il a ses opinions, il en fait ce qu'il veut. Des opinions qui sont pas forcément connes. En fait, Sardoche, si vous voulez, c'est un ingénieur mental. Et qui plus est un streamer, donc c'est son métier de entertain son public et de leur donner des éléments, de leur parler de trucs qu'il a découverts. Et du coup, il a beaucoup d'intuition philosophique, d'intuition politique, d'intuition économique, qui pourrait développer. Sauf qu'en fait, il ne le fait jamais. Il ne fait jamais l'effort d'aller rechercher, d'aller confronter ses intuitions. Il campe sur ses intuitions. Bon, déjà, j'aurais envie de dire c'est la définition de la médiocrité, mais en soi, on s'en fout. Le problème, c'est que, bon, on lui donne du crédit par ses streams, on lui donne du crédit sur VA+. Bon. Et il se trouve que Wissam Exalka, qu'on voit là à droite, streamer sur Twitch de gauche, qui se dit communiste-léniniste, marxiste-léniniste, a fait un react. Et ce qui se passe, c'est que, même problème, Wissam, quand on le met dans le bon contexte, il peut dire des trucs super intéressants. Voilà, c'est quelqu'un d'assez érudit, qui peut faire de bons arguments logiques très enrichissants. Sauf que quand il est exposé à des contenus qui lui donnent le sang chaud, quand il y a du ressentiment, quand il est dans l'émotif, il perd toute objectivité. Il part dans l'insulte, il part dans l'homme de paille, c'est extrêmement fatigant. Donc j'avais commencé à regarder le react de Wissam, mais bon, pareil, j'en ai tiré pas grand chose d'intéressant, donc je l'ai coupé. Donc c'était un peu le niveau zéro du débat, si vous voulez. C'est-à-dire que Sardoche balançait ses intuitions sur valeurs actuelles sans les développer, sans dire des trucs particulièrement intéressants. Et Wissam faisait des hommes de paille et assénait des arguments assez invalides et on restait très en superficiel. Et là, Brival vient avec un tweet qui essaie de contredire Wissam et qui donne plein d'arguments et qu'on va adresser point par point parce qu'il y a beaucoup de choses à redire. Voilà. Brival se veut le niveau 1, je vais être le niveau 2, 3, 4 du débat. Voilà, je vais élever le débat, moi, monsieur. C'est parti, commençons. Alors, Wissam, il dit un fonctionnaire ne génère pas de valeur, mais c'est scandaleux de dire ça. La question de la productivité dans la fonction publique est un sujet d'économie publique parfaitement légitime. En comptabilité nationale, la valeur ajoutée des administrations publiques est mesurée par la convention au coût des facteurs, pas par un output réel des marchés. Ce qui est une question technique, pas un jugement moral. Et la Cour des comptes pointe chaque année des doublons administratifs et des inefficiences structurelles. La France a 5,6 millions d'agents publics pour 68 millions d'habitants. Le Danemark, modèle social que la gauche adore citer, a un ratio équivalent mais avec une efficacité mesurée nettement supérieure sur les indicateurs de qualité de service, selon le CDE et Government at a Glance 2023. Poser la question de l'utilité de certains postes administratifs, ce n'est pas dire que les infirmières sont inutiles, c'est de la mauvaise foi de tout mélanger. Ok, reprenons point par point. Sur le sujet global, je suis d'accord avec... comment il s'appelle Je suis d'accord avec Brival. C'est-à-dire que, oui, la question de la dépense publique est une question parfaitement légitime qui doit être posée sur la table. Et j'irai même plus loin, les partis de gauche qui veulent au minima une politique keynésienne et voire même une politique anticapitaliste doivent impérativement poser la question de la dépense publique. Alors, il ne faut pas être caricatural, hein, il ne faut pas dire que les fonctionnaires ne génèrent pas de valeur. Les fonctionnaires génèrent bien de la richesse, ils distribuent bien des services qui existent. Maintenant,
Ouais, il y a bien des problèmes. Il y a des rapports qui montrent que il y a des doublons administratifs et des inefficiences structurelles. Là, ce que j'ai envie de renverser un peu la logique. Comment pourrait-on régler le problème de ces doublons administratifs et de ces inefficiences structurelles? Comment on pourrait faire? Qui pourrait le faire? Par de la privatisation? Je suis pas convaincu, je suis pas certain. Il faudrait me prouver que la privatisation pourrait rendre plus efficient pourrait rendre ça plus efficient. Maintenant, si on décide de garder du public, comment rendre ça plus efficace? Qui pourrait rendre ça plus efficace? Est-ce que c'est la droite protectionniste identitaire comme le RN qui fait des détournements de fonds? Est-ce que ce sont les politiques libérales classiques des républicains qui en fait ne font que augmenter leur salaire dès qu'ils arrivent en fonction? Ou est-ce que ce sont les macronistes qui essayent de générer du déficit pour soutenir l'offre? Bah non. Ce qu'on observe, c'est que les libéraux du pays, alors peut-être que Brivael ici est un anti-politique, qui considère qu'il n'y a pas de vrais libéraux en France, ce que je pourrais comprendre. Mais dans tous les cas, aucun des partis de la droite, entre guillemets, ne fait preuve de rigueur économique. Empiriquement, ils ne font pas preuve de discipline financière. C'est un fait observé. Si on voulait vraiment faire confiance à quelqu'un pour régler la dépense publique, eh bien alors il faudrait faire confiance à des gens qui pensent la dépense publique, faire confiance à des politiques qui se basent sur la dépense publique. Et ces gens-là, ce sont les politiques de gauche, ce sont les politiques keynésiennes, ce sont les politiques anticapitalistes. Ce sont eux qui basent une grande partie de leur programme sur la socialisation. C'est leur domaine d'expertise. Si on doit faire confiance à quelqu'un pour régler ces problèmes, c'est bien à eux. Bon, allez, je caricature le trait. Il y aurait bien des agents qui seraient experts dans l'efficience de la dépense publique, je sais pas, peut-être des entrepreneurs, machin, ou des cadres dirigeants, je sais pas. Oui, on pourrait faire du travail humain pour améliorer l'efficacité de l'État. Et c'est une nécessité, hein, je le répète, c'est un problème très important, peut-être même aussi important que la fraude fiscale, par exemple. Les dépenses de l'État sont autant un problème que l'absence de recettes, voilà, que la fraude aux recettes. Mais maintenant, faisons confiance à ceux qui pensent ces sujets. Je vais prendre deux exemples empiriquement, parce qu'il va donner Brivael des arguments d'autorité. Il va dire ouais, regardez, les expériences socialistes se sont toujours mal finies. Pas forcément vrai. À la création de la sécurité sociale, les communistes qui la dirigeaient faisaient preuve d'une discipline financière exemplaire. Le déficit de la Sécu, à ses débuts, quand il était encore sous propriété des travailleurs, sous propriété des communistes, il avait une efficacité économique impressionnante. Son déficit était minime et il servait vraiment à faire un appel d'air grâce aux obligations pour financer sa croissance. Si l'on veut faire confiance à des gens sur la dépense publique, sur le social, c'est bien aux socialistes. Donc là, je suis d'accord avec Brivael sur le constat, peut-être pas sur les solutions. Autre chose, parce que mon argument de faisons confiance aux socialistes pour le social, bon, en soi, il est un peu faible comme ça, je n'ai pas apporté de preuves. Par contre, on peut donner un argument plus philosophique. La bureaucratie, l'inefficacité étatique, c'est un problème inhérent à la propriété étatique. C'est vrai. Mais faut vraiment jamais avoir travaillé dans une entreprise de sa vie pour penser que c'est que de l'ordre de l'État. Les entreprises privées sont tout autant inefficaces. Si on faisait les mêmes rapports sur l'État que l'on fait sur les entreprises privées, mais on trouverait des doublons partout, on trouverait de l'inefficacité structurelle partout. Et c'est normal, les entreprises, elles font des produits qui répondent à un besoin et elles n'ont pas besoin de processus parfaitement optimisés pour ça. Elles cherchent à optimiser leurs processus pour améliorer leurs profits, mais c'est pas un impératif. Ce que je veux dire, c'est que l'inefficience, oui, c'est inacceptable dans le public, mais c'est tout autant inacceptable dans le privé, et ça existe tout autant. Et pour régler le problème de l'inefficience publique, en fait, il faut régler le problème de la gouvernance. Le problème de la propriété étatique, c'est l'expression de la démocratie libérale de la propriété publique. Je m'explique. La démocratie libérale, sa particularité, c'est le vote, c'est les élections. C'est de dire, on va élire des gens qui vont décider à notre place. Ou alors on va élire des gens qui vont élire des gens qui vont décider à notre place. Et là, on commence à voir des élections, enfin bref, de l'inefficacité, de la bureaucratie. Et ces représentants,
en général, ils savent pas ce qu'ils font et ils font de la bureaucratie. Enfin non, je dis en général, ils savent pas ce qu'ils font. Je sais pas, hein, ça se trouve, les mecs qui sont élus sont très très forts, mais juste, on observe empiriquement que ça fait de l'inefficacité structurelle. Si on veut rendre de l'efficacité à ces systèmes publics, alors il faut casser ces intermédiaires. Et il faut penser des régimes de propriété non pas privés, mais collectifs. Il faut vraiment qu'on ait la main directement, nous les travailleurs, nous les citoyens, nous les représentants de la société, sur ces appareils. Quand c'est des appareils politiques, avoir la main dessus en tant que citoyen, et quand c'est des appareils productifs, avoir la main dessus en tant que travailleur, c'est-à-dire directement avec notre travail, influencer les décisions. Et ça, il n'y a que le socialisme qui le pense. On continue. Les bourgeois volent la plus-value des travailleurs. La bourgeoisie est une classe parasite. Ça va être intéressant. Ils répètent ça comme un fait. C'est pas un fait. C'est une théorie qui repose sur la théorie de la valeur travail de Marx. Cette théorie a été réfutée en 1871 par la révolution marginaliste. Menger, Jevons, Walras, qui a démontré que la valeur d'un bien ne vient pas du temps de travail incorporé, mais de l'utilité marginale subjective. Baum-Bauwerk a publié en 1896 Karl Marx and the Close of His System, une réfutation détaillée que personne n'a réfutée en 130 ans. Bon, arrêtons-nous là. Déjà, c'est un argument d'autorité. Voilà, il ne prouve pas en quoi c'est une réfutation, et cet argument-là, il se base sur une certaine érudition, c'est-à-dire que ces théories économiques qu'il manipule là, elles sont vraies, mais elles sont très très mal employées et ça manque de nuances. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Et quand il dit une réfutation détaillée que personne n'a réfutée en 130 ans, c'est pas vrai. L'économie moderne, c'est réintégrer du marxisme dans l'analyse économique. C'est un truc qu'on va voir après. Ne vous précipitez pas. Je continue. Pourquoi un diamant trouvé par terre a de la valeur alors que personne n'a travaillé pour le produire ? Pourquoi une peinture sur laquelle tu as passé 200 heures ne vaut rien si personne n'en veut ? Parce que la valeur vient de ce que les gens sont prêts à payer, pas du travail incorporé. La quasi-totalité de la science économique contemporaine rejette la valeur travail. Présenter la plus-value marxiste comme un fait établi, c'est comme présenter la théorie des humeurs comme de la médecine sérieuse. Ok. Ce que j'affirme, c'est que la réfutation de Baum-Bauwerk, elle tape à côté des idées de Marx. Et que quand il parle de la valeur marginaliste qui supplanterait la valeur travail, en fait, il parle sur deux plans différents. Ces deux théories évoluent sur deux plans ontologiques différents. Elles ne parlent pas des mêmes objets. Pour ça, il faut comprendre un concept essentiel dans la théorie de la valeur travail de Marx, c'est la différence valeur d'échange, valeur d'usage. Parce que quand il dit la valeur du bien, c'est ce que les gens sont prêts à payer, en fait, il parle de la valeur à l'échange. Il parle de la valuation. Oui, la valuation d'un bien, elle est subjective. Oui, c'est bien l'utilité marginale que ce que l'individu va en retirer. Mais ça, c'est quand il achète ou quand il échange, quand il obtient à l'échange le bien. Or, ce n'est pas exactement ce dont parle Marx avec sa théorie de la valeur travail. C'est ce dont il parle quand il parle de la valeur d'échange. Et d'ailleurs, Marx, dans ses ouvrages, il incorpore bien la notion de rareté dans la valeur d'échange. Mais il pense aussi la valeur d'usage. Et alors, nous voilà sur la page Wikipédia dédiée à la valeur d'usage, parce qu'elle a une citation de Marx très utile pour comprendre cette distinction. En fait, Karl Marx assimile les notions d'utilité et de valeur d'usage. L'utilité d'une chose fait de cette chose une valeur d'usage, mais cette utilité n'a rien de vague et d'indécis. Déterminée par les propriétés du corps de la marchandise, elle n'existe point sans lui. Ce corps lui-même, tel que fer, froment, diamant, etc., est conséquemment une valeur d'usage. Et ce n'est pas le plus ou moins de travail qu'il faut à l'homme pour sa propriété, les qualités utiles qui lui donnent ce caractère. Quand il est question de valeur d'usage, on sous-entend toujours une quantité déterminée, comme une douzaine de montres, un mètre de toile, une tonne de fer, etc. La valeur d'usage des marchandises fournissent le fond d'un savoir particulier, de la science et de la routine commerciale. Alors, pour comprendre ce texte, il faut tout d'abord comprendre que Karl Marx est un matérialiste dialectique. Il considère que le monde n'est fait que de matière et que la transformation du matériel du monde par l'homme fait l'histoire. Voilà. Bon, ça c'est sur sa partie anthropologie, philosophie, mais ça fonde aussi son système économique. Et en fait, selon cette vision, n'importe quel bien, il a certaines
propriétés matérielles qui fondent son existence, les propriétés du corps de la marchandise. C'est ça la valeur d'usage, c'est ça l'utilité objective. Et en fait, cette utilité objective, cette valeur d'usage, ben, elles sont nécessaires pour l'existence de la marchandise. La marchandise n'existe pas sans cet ensemble de propriétés matérielles. Et donc, quand il dit « les valeurs d'usage des marchandises fournissent le fond d'un savoir particulier de la science de la routine commerciale », ce qu'il dit, c'est que la valeur d'échange doit se fonder sur une certaine valeur d'usage. Et oui, c'est logique. L'utilité marginale, oui, l'utilité d'échange, elle est subjective, c'est vrai. Là-dessus, la valeur marchande d'échange d'un bien, c'est bien une valeur subjective. La révolution marginaliste a raison. Mais cette utilité subjective marginale, individuellement déterminée par les personnes, on n'a pas tous la même utilité, elle se fonde bien sur les propriétés matérielles de l'objet. Ces propriétés matérielles, c'est la valeur d'usage. Or, ce qu'il faut comprendre selon Marx, c'est que cet ensemble de propriétés objectives, il va être le produit d'un processus de production. C'est-à-dire que, ben ouais, une chaise, il va falloir couper le bois, il va falloir le lisser, il va falloir assembler la chaise pour que l'objet chaise soit bien l'objet chaise. Et ça, c'est vrai pour tous les biens. On pourrait dire, ah mais quand je ramasse un diamant par terre, mais en fait, tu ramasses un diamant, il y a bien un processus d'extraction. Alors je suis d'accord, c'est un travail minime extrêmement faible, mais c'est bien un travail quand même. On en reparlera plus tard de ce processus d'extraction des matières premières. L'idée, c'est que les propriétés matérielles des biens sont le fait du processus de production. Et qu'est-ce qui est impliqué dans ce processus de production? Marx nous dit qu'il y a le capital fixe, qui sont les machines, les outils de travail, tout ça, et le capital variable, qui est le travail. Et ce qu'il nous dit, c'est que le capital fixe, donc toutes les machines, toutes les pelles, les outils de travail, machin, tout ça, ce sont aussi des produits, ce sont aussi des biens, c'est aussi de la production humaine. Donc en fait, on peut redescendre la chaîne de production, et à la fin, il n'y a que du travail. Le capital, c'est du travail cristallisé, c'est du travail indirect. Travail humain, je précise. Et donc en fait, la valeur d'usage, elle est déterminée par l'ensemble du travail humain qui est mis dans cette production. C'est ça la théorie de la valeur travail. Et cet ensemble de travail humain, il est appelé le temps de travail socialement nécessaire. Parce qu'en fait, c'est bien ce temps de travail moyen qui détermine la quantité de ressources à allouer, directes ou indirectes, pour le processus de production, donc pour la valeur d'usage finale. Et s'il dit socialement nécessaire, c'est parce que, encore une fois, il parle du cas général, et du coup, il liste toutes les différences entre performances individuelles. Voilà, bon, c'est un détail, on s'en fout. L'idée générale, c'est on ne parle pas de la même chose quand on parle théorie de la valeur travail et théorie de la valeur marginaliste. La théorie de la valeur marginaliste ne parle que de la valeur marchande, c'est-à-dire qu'elle ne parle que de la valeur d'échange. Et elle en parle très bien, elle prédit très bien ce point-là. Marx, quand il pense la théorie de la valeur travail, il pense la sphère de la production. Parce qu'il essaie de prédire quelle est la quantité de travail qui va permettre au bien d'avoir ses propriétés objectives sur lesquelles vont pouvoir se fonder l'utilité marginale subjective, donc la valeur d'échange. Donc là, on peut en revenir à ce que disait Brivael. Quand il dit nanana, c'est une théorie qui repose sur la théorie de valeur travail, réfutée par la révolution marginaliste. La révolution marginaliste répond à la question quelle est la valeur d'échange, d'achat d'un bien? La théorie de la valeur travail répond à la question quelle est la quantité de travail, de ressources nécessaires à allouer pour la production d'un bien? Ça ne répond pas à la même question. Et alors là, ces deux exemples, ils tombent à l'eau. Pourquoi un diamant trouvé par terre a de la valeur et que personne n'a travaillé pour le produire? Déjà, il y a quelqu'un qui a travaillé, il y a quelqu'un qui l'a trouvé par terre. Bah, scénario complètement dans les choux. Hein. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde réel, mais bon, imaginons. Le processus d'extraction, c'est un travail. Qu'il soit minime ou non, c'est une activité humaine pour produire une richesse. Voilà, c'est un travail. Maintenant, oui, la valeur d'échange est bien supérieure au travail qui a été nécessaire. Ben ouais, mais c'est pas ce que dit la valeur travail en fait. Pourquoi une peinture sur laquelle tu as passé 200 heures ne vaut rien si personne n'en veut? Mais parce que la théorie de la valeur travail dit juste que tu as passé 200 heures pour obtenir objectivement les propriétés matérielles de cette peinture.
Voilà. Et la valeur d'échange, c'est quelque chose qui vient après. Ça ne désigne pas le même plan ontologique. Maintenant, rapidement, Brivael il est extrêmement critique avec cette théorie. Il dit que personne n'a réfuté la réfutation en 130 ans, que la théorie de la plus-value marxiste, c'est la théorie des humeurs en médecine. En fait, non. L'économie moderne incorpore de la théorie marxiste pour parler de la sphère de la production. Voilà, il fait des mix entre les différentes théories. Il faut nuancer. Il ne faut pas être dogmatique à un moment. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, c'est pas vrai, c'est de l'argument d'autorité. Et ça, c'est cracher sur le travail de Marx, qui n'est pas comme la théorie des humeurs, ce n'est pas vrai. Si on devait donner une comparaison, la théorie de la valeur travail, ce serait comme la relativité générale, ce serait plutôt comme la relativité newtonienne face à la relativité générale. Oui, la révolution marginaliste a apporté des nouvelles connaissances et la théorie économique moderne englobe et enrichit et couvre plein de points d'ombre de la théorie de la valeur travail. C'est vrai, c'est la théorie de la relativité générale. Alors que la théorie de la valeur travail est plus restreinte à un certain périmètre, elle parle d'autres objets philosophiques, ici la sphère de la production. C'est la relativité newtonienne. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le monde du socialisme, il existe un papier de recherche qui tourne beaucoup. Alors moi je ne l'ai pas lu, voilà, je le connais que superficiellement et j'avais la flemme d'aller dessus. Donc j'ai demandé à Copilot de me le résumer. Et en fait ce qu'il dit c'est... Alors évidemment c'est une étude, préambule. C'est une étude qui a sûrement des défauts de méthodologie, qui a sûrement des biais, je suis d'accord. Maintenant, c'est un travail de recherche qui pose certains points intéressants, qui dit les prix de production, c'est le centre de gravité des prix du marché. Voilà. Il nous dit quoi précisément? Déjà, en fait, on va parler de deux choses. On va parler de la théorie de la valeur travail face au prix de marché et la valeur travail face au prix de la production. Il nous dit on pourrait faire une approximation linéaire des prix de production sur la théorie de la valeur travail. Il y aurait deux composants, le composant Marx, donc la valeur de travail incorporée, et les effets de prix, de déviation de prix sur les marchés et sur le capital, le Wickel-Strafa component. Ok, et il nous dit que le Wickel component, il est tellement faible qu'en fait, il peut être négligé et qu'on peut une approximation linéaire via le composant Marx suffit à prédire extrêmement bien les prix de production. Parce que c'était ça l'objectif de la théorie de la valeur travail, c'était bien par les sphères de la production. Et des recherches empiriques montrent que la théorie de la valeur travail, il y a une déviation faible entre cette théorie et les valeurs de marché. C'est-à-dire que sur des échelles assez longues, ça marche relativement bien. Et pour les prix de production, ça marche évidemment encore mieux. C'est pas pour... Et il y a encore d'autres points intéressants sur lesquels on va pas aller parce qu'on s'en fiche. Tout ça, c'est pas pour dire que la théorie de la valeur travail, c'est super, ça prédit tout. C'est pour vous dire, Brivael raconte n'importe quoi sur ce sujet, voilà, il est complètement dogmatique. La théorie de la valeur travail, elle a un certain cadre d'utilité qui est la sphère de la production, où ça fonctionne relativement bien. Voilà. Et elle a encore ses lettres de noblesse. C'est une théorie, c'est comme n'importe quelle théorie économique en fait. Il faut la prendre là où elle marche, pour son périmètre. Voilà. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? C'est qu'on était parti de cette phrase. Les bourgeois volent la plus-value des travailleurs, la bourgeoisie est une classe parasite. Bon, l'argument de Brivael, c'était ça se base sur la LTV, théorie de la valeur travail, que je réfute, donc c'est faux. Mais même cet argument-là, il est faux. Imaginons que vous soyez forcené et que vous disiez ouais, mais ta théorie de la valeur d'usage et tout, je la rejette quand même, machin, la théorie de la valeur travail. Imaginons que vous ayez des très bons arguments pour rejeter la théorie de la valeur travail. C'est pas grave, parce que l'exploitation, je peux prouver l'existence de l'exploitation avec une hypothèse beaucoup plus faible, qui est le fait que seul le travail est producteur de richesse. Alors encore une fois, quand je dis richesse, en soi, je parle aussi de valeur d'usage. En fait, c'est une critique qu'on pourrait faire à Marx. Quand il a parlé de la valeur d'usage, il parlait des propriétés matérielles objectives des biens. Pourquoi parler de valeur? Ça n'a pas de sens. Quand on pense valeur, on pense valorisation des biens. On pense l'utilité que les personnes en tirent, qui est évidemment subjective. Alors que quand Marx il parle de valeur d'usage, il parle du point de vue de la production, des propriétés objectives. Ça n'a pas de sens parler de valeur. Ça n'a pas de sens parler de valeur. Je suis d'accord. Parlons plutôt de richesse. Et en fait, je peux dire, seul le travail est producteur de richesse, qui est une hypothèse beaucoup plus faible que
seul le travail produit de la valeur. Si je vais voir les facteurs de production, alors le capitalisme moderne, il en identifie 4. Le travail, voilà, on en a parlé, les efforts fournis par les travailleurs, voilà. Les ressources naturelles, éléments issus de la nature utilisés dans la production. Alors là, je vais donner un peu de nuances. Il faudrait parler de matières premières plutôt que de ressources naturelles, parce que quand je produis un logiciel, par exemple, ma matière première, c'est des lignes de code. Quand je produis une voiture, mes matières premières, c'est déjà des pièces préassemblées, ce qui ne sont pas des ressources naturelles. Mais c'est bien ça, mes matières premières. Bon, bref, on s'en fiche, matières premières, le capital, les outils et les équipements nécessaires à la production. Et dernier facteur qui est vraiment issu du capitalisme moderne, popularisé par Schumpeter, qui est l'entrepreneuriat. En fait, on dit qu'il y a une activité spécifique, qui est d'organisation, d'innovation, de prise de risque, qui permet de combiner, d'orchestrer les 3 différents facteurs pour faire du travail efficace. Et on nous dit ça pourrait être considéré comme un 4e facteur à part entière. Ok. Ce que j'affirme, c'est que quasiment tout dans ce diagramme est réductible à du travail. Bon, le travail, c'est évidemment du travail. Le capital, c'est des outils et des équipements, donc c'est des biens, et ces biens, ils sont eux-mêmes issus d'un processus de production, et donc c'est du travail cristallisé, du travail indirect. L'entrepreneuriat, plus intéressant, plus fin, l'activité d'organisation, d'innovation, de prise de risque, c'est aussi de l'activité humaine aussi, c'est aussi du travail. Seul cas où ça s'applique pas, c'est les ressources naturelles. Bon alors les matières premières non naturelles, c'est aussi du travail humain, mais les ressources naturelles, il n'y a pas de travail humain dans leur production. Par contre, il y a du travail humain dans leur extraction, qui est absolument indissociable du fait d'utiliser, de mobiliser ces ressources naturelles dans un processus de production. Et là, à partir de cette réduction des facteurs de production au travail, je peux affirmer que le capitaliste, le bourgeois, ouais, il m'exploite. Il fait sa plus-value, il fait son argent sur mon dos, sur mon surtravail. Alors pourquoi ? On pourrait me rétorquer que non, ce profit, c'est pas une exploitation, c'est la juste récompense de l'activité d'entrepreneuriat qui permet de combiner les facteurs de production efficacement. Mais là, j'aimerais apporter une nuance. Parce que, oui, l'activité d'organisation, d'innovation, c'est bien c'est bien du travail, donc il doit être récompensé. Mais ce n'est pas ce que fait le profit. Le profit, c'est de l'argent sur la pure base de titres de propriété. Donc il peut très bien avoir du profit sans entrepreneuriat. Voilà, un mec qui a juste des titres comme ça, qui n'organise rien, qui n'innove en rien, qui ne prend pas de décision, il pourrait juste attendre que l'argent retombe comme ça. Mais c'est quoi les conséquences de ce profit ? C'est quoi les conséquences de ce capital ? Ce qu'on observe, c'est que empiriquement, il y a bien de l'exploitation. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de LVMH, Bernard Arnault, la famille Arnault, sur un même exercice comptable, ils ont pris 7 milliards de dividendes. Alors que les salariés, ils ont pris que 14 milliards en tout. C'est une folie quand même. Cet argent, il a bien été fait sur le dos des travailleurs, sur leur travail. Pourquoi ? Parce que Bernard Arnault, il a un poste de PDG. Son activité d'organisation, d'innovation, sa combinaison des différents facteurs pour produire efficacement, en fait, c'est son activité opérationnelle de PDG, pour laquelle il perçoit un salaire. Sauf qu'en bonus de ça, il gagne de l'argent avec ses dividendes. C'est complètement lunaire. C'est bien de l'exploitation, c'est bien de l'argent qui est tiré sur les ventes des richesses produites par les travailleurs. Dont Bernard Arnault fait partie. Bernard Arnault fait partie des travailleurs, mais il fait partie des travailleurs et il est récompensé par son salaire. Là, on parle bien des dividendes. Les dividendes, c'est complètement parasitaire dans cette équation. Complètement, 100%. Il n'y a pas de justification aux dividendes chez LVMH. Il y aurait une justification au capital si on parlait de créer des entreprises, si on parlait de l'incentive à l'entrepreneuriat. J'aurais quelque chose à redire sur ce sujet, mais encore une fois, là, c'est audible. C'est audible pour cette partie-là. Pas pour des giga-entreprises qui font de la plus-value sur le dos de salariés maltraités, en fait. Là, c'est pas audible. Et si on arrêtait de verser ces dividendes affriolants, si on arrêtait cette exploitation, alors cet argent supplémentaire, on pourrait le reverser aux travailleurs qui ont produit la richesse et qui ne sont pas récompensés à leur juste valeur. On va en parler un peu plus tard de l'aspect marché du travail, mais si on abolissait le capital,
les salaires pourraient augmenter dès demain. Et on pourrait arrêter d'avoir des gens exploités, maltraités au travail. Voilà. Et j'ai dit qu'on allait en parler, je vais reprendre son exemple là. Pourquoi un diamant trouvé par terre a de la valeur, machin? Celui qui a trouvé un diamant par terre, bon ben, il va vendre sur les marchés et il va en récupérer tout l'argent. Alors pourquoi on n'en tire pas la même logique pour les vrais mineurs de diamants? Parce que spoiler, hein, le minage des minerais, ça se fait dans des pays du tiers-monde, surexploités. Le capital, il est détenu par les pays du Nord, et t'as le propriétaire de l'usine qui tire une giga plus-value sur le dos des mineurs qui sont surexploités, qui n'ont pas assez pour vivre. C'est ça la réalité de l'extraction de minerais. C'est pas trouver un diamant par terre. Voilà. Si on abolissait le capital, on pourrait avoir une situation où les mineurs qui extraient ce minerai, ils pourraient avoir une rémunération juste de leur travail. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas vers une telle société? Parce que le capital existe, parce que le capital est exploitatif, parce que les richesses viennent du travail. Et maintenant, imaginons que vous soyez contre la théorie de la valeur travail, donc vous rejetez ça. Même vous rejetez l'idée de la plus-value, vous admettez encore, ah ouais mais en fait les bourgeois, via leur titre de propriété, c'est quand même légitime qu'ils se fassent de l'argent, donc c'est pas vraiment une classe parasite. Ok. Brival, il a fait un argument idéaliste, c'est-à-dire qu'il a parlé juste des mondes des idées, la théorie, machin, oh et si on fait une expérience de pensée où il y a un diamant par terre, oh et si on faisait une expérience où il y a plein de... Les chiffres, le concret, l'empirique. Imaginons que vous êtes un capitaliste, mais bon, vous avez quand même la justice sociale à cœur. Bernard Arnault, la famille Arnault, c'est 7 milliards de dividendes en 2023. Les travailleurs, c'est 14 milliards pour je sais plus combien d'employés. C'est 70 000 euros par tête en moyenne. Mais en fait, avec les inégalités de salaire, la plupart des mecs sont au SMIC. La plupart des gens qui travaillent à LVMH sont au SMIC, qui ne leur permet pas de vivre, évidemment. Enfin, qui ne leur permet pas de vivre convenablement, évidemment. Qui ne leur permet certainement pas de consommer et de faire tourner l'économie efficacement. Donc en fait, même là, d'un point de vue capitaliste, c'est un piège, parce que ça ne permet pas l'épanouissement des individus, et que ça ne permet pas de faire tourner l'économie. Ça crée une crise de la demande. Donc en fait, même si vous êtes capitaliste, vous devez admettre que le capital, il est exploitatif. Parce qu'on l'observe empiriquement. Et là, ça clôt le débat complètement. Là, tout son paragraphe, il tombe à l'eau avec ça. Bref, continuons.